Oh oui, mes amis, bienvenue sur le Bumping Podcast, exclusivité YouTube pour la chaîne Tigers Pro Wrestling, et un échantillon sera sur ma chaîne YouTube, Tom Larufa. Ce soir, on a un invité de marque dans le catch, non seulement français, mais aussi mondial, Eddie Karaoui. Eddie, comment ça va? Tom, merci pour l'invitation. À toi, il y a la Tiger Pro Wrestling. Absolument, toujours des produits et des shows de qualité. Comment ça va? Alors, tu nous viens du Mexique? Voilà, exactement. Mexique, je joue au Mexique. Ouais. Comme tu sais, bon, peut-être les autres ne savent pas, et là, je suis revenu en France. D'accord. C'était pas la dernière fois qu'on s'était vu, c'était il y a presque 3 ans. C'est ça. Et justement, l'intérêt de t'avoir en tant qu'invité, c'est que, comme je te disais avant le show, en fait, j'ai l'impression que, malheureusement, ta carrière a tendance à passer un peu en sous-marin, alors que, mec, t'as fait des trucs de ouf. T'as fait la plupart des pays dans lesquels certains catcheurs rêvent de catcher toute leur vie et l'ont jamais fait. Japon, Mexique, tu vas nous dire la liste. Donc vas-y, parle-nous de ta carrière déjà. Allez, quand t'as commencé quand et pourquoi t'as commencé le catch? Et déjà, c'est vrai que, pour que tout le monde se rende compte, c'est dur, non? Après, c'est vrai qu'après, les gens, est-ce qu'ils s'intéressent vraiment au Mexique? La lucha libre, la plupart des gens ignorent comment est le business. Mais t'as pas commencé là-bas? Non. Moi, j'ai commencé aux États-Unis, Ouais. au dojo d'Inoki, En quelle année? 2008. Parce que je me souviens, tu m'avais envoyé des messages sur MySpace. Exact. Ouais. C'était l'époque de MySpace. C'est ça, Pas encore MySpace. Facebook. Moi, j'étais à la NWA Pro en Californie avec Rocky Romero. Et Jesse Hernandez. Ouais, Jesse, ouais, EWF, Ouais, Empire ouais. Wrestling Federation. Et je me souviens, tu m'avais envoyé des messages. Toi et un pote à toi d'ailleurs. Et alors soit tu me demandais toi des contacts ou tu me disais t'allais y aller, mais t'es allé après moi. On s'est jamais croisés. Oui, non, on s'est pas croisés. Non. On s'est pas croisés. Déjà, ça fait des années qu'on s'est. Et ouais, ça a pris C'est des pas années croisé. à ce qu'on se croise. Mais donc, ça a pris 15 ans. Ouais, Plus de c'est 15 ça. ans pour que. Mais je suivais ton parcours parce que donc en 2008, tu commences le catch en Californie, mais avant tu as quand même un gros passé de sport de combat. De lutteurs essentiellement, en spécialisant en lutte gréco-romaine, sport-études à Forum, Paul France à Besançon, Ouais, et ça INSEP. c'est pas mal ça. Et après, le cursus normal, je vais dire, entraîneur, brevet d'État, la fédération. Et voilà quoi. C'est ça. Et t'as eu des titres? Vice-champion de France, moins de 96 kilos. C'est pas mal en poids lourd. C'est poids lourd ou semi-poids lourd à ce niveau? Semi. Ouais, parce que c'est quoi en lutte, après c'est plus de Après, 120. c'est les moins de 120. Moins de 120, c'est ça, ouais. Il y a une époque, il y avait plus de 130. Ouais, mais ils ont arrêté, je crois, parce que c'était genre, ça devenait le cirque, Ouais, non, n'importe quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Et alors donc, mec, t'es un lutteur, t'as un palmarès, t'es entraîneur, ils sont pas foutus de ta gueule quand t'as dit que tu voulais faire du catch? Écoute, moi j'ai toujours aimé le catch. Ouais. Déjà. Ouais. Moi j'avais cette vision que le catch est de la lutte. Ben oui, c'est dérivé de la lutte, Voilà. ça, c'est clair et net. Yep. Et que la lutte c'est du catch. Donc moi quand je me suis entraîné en lutte, c'était pour faire du catch. Après bien évidemment j'avais pas toute... C'était vraiment juste pour ça? C'est parce que, mec, si tu fais un palmarès, si tu deviens coach de lutte, c'est que t'aimes ça quand même. Alors. Ah j'aime. Tu vois, tu sais, on en parle, mais il faut... Le catch, il faut que tu aimes à fond, quoi. Bah oui. Et moi, dès que j'ai commencé la lutte, c'était par rapport au catch, et j'ai D'accord. beaucoup aimé, quoi. J'ai beaucoup C'est aimé, énorme. et je suis resté dedans, quoi. Et après, les choses, il faut les faire à fond, il faut pas les faire à moitié. Écoute, respect total parce que j'ai eu la même mentalité. Moi, je suis pas allé aussi loin que toi en lutte. Hein. J'ai pas eu mon brevet d'État ou même des titres de vice-champion de France. Mais pareil, moi j'ai fait de la lutte à Nice, au lutte club de Nice. Alors je sais pas si tu connais le club. Mais moi, je sais que à l'époque, il y avait Tommy Ali. Ali Tommy Toumi, il me Toumi. parlait de toi. Il me dit tu connais Eddie Karaoui et tout. J'ai été souvent contre lui en championnat de France, je crois d'ailleurs. Ah ouais, plein de fois. Et je dis ouais, il est en Californie et tout en ce moment, c'est énorme, le monde est petit. Mais voilà, et donc ça pour dire, ouais, respect total à ce que tu as fait, mec, parce que. Mais merci. Bah, déjà, voilà, d'avoir fait un gros passé de lutteur. Et donc, alors après, pourquoi tu n'as pas commencé en France? Écoute, tu vois, regarde, C'est en 2008, attends, excuse-moi, frérot, excuse-moi, je te coupe, mais j'ai essayé de me rappeler en 2008, il y a ICWA, il y a Flèche, WS, il y a Marc Mercier, tu as quand même de bonnes écoles et pas mal de choses. En 2008, mec, j'étais WS, on remplissait des salles hein, en France. Écoute, tu me parles de 2008. Quand j'étais plus jeune, Ouais, je recevais des courriers pour faire les stages de l'AVS. ben voilà. Je crois que c'était... C'était sur Paris en plus. C'était sur Paris. Ouais. Et moi, j'avais jamais bougé du Sud.
D'accord, Tu me t'es parles dans quand le sud. j'avais 13-14 ans, tu me dis va à Paris, tu me dis c'est le bout du monde. Ouais, Tu vois ce que je veux dire, t'as pas les mêmes moyens. Parce qu'en plus, on a le même âge, je crois. On a le même. Moi j'ai 41, toi t'as 40, non? Je vais avoir 41 dans quelques mois, donc voilà, c'est Moi j'ai kiff. 41 il y a un mois. Ouais. Et donc, alors, les stages, c'était trop loin pour toi? C'était loin, je voulais catcher, je voulais apprendre le catch en France. Mais après, tu vois, regarde, c'est intéressant ce que tu dis. C'est Après, toujours intéressant ce que je dis, mec. Après, c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que c'est sur YouTube, chaîne TPW, Tom Larifa. Ah ouh. Mais tu vois, regarde, après il y a eu cet effet de la mode, du Pride, Ouais. du MMA japonais. Et c'est là que je vois l'UFC, mais il achetait plus le pancras, Ouais. le Pride, tu vois. Et moi je voyais le pancras, j'ai dit, c'est du catch ça. Ouais, c'est bon. Tu vois, le hybride wrestling, il D'accord. parle du catch wrestling, j'ai dit, putain, c'est ça que je veux faire. D'accord. Et donc après, je me suis mis dans la tête, cette obsession, il faut que j'aille avec eux. Ouais. Tu vois, et après, tu vois, j'aurais voulu m'entraîner avec Sonia Oui. à Paris. Bah oui, oui. Mais j'avais pas encore cette maturité de comprendre le business Ouais, c'est bon, je et de avoir une vision. Mec, je vois totalement ce que tu veux dire parce que comme tu dis, c'est maturité et comprendre le business. Le truc, Comprendre, moi je veux te dire franchement, tu sais au début, c'était soit toi, soit je te dis, t'avais un autre pote pareil qui voulait faire du catch, que j'avais rencontré une fois dans le métro à Paris justement en allant sur un show WS. Et Je sais ce que tu parles. Ouais, voilà, tu vois. Et en fait le truc, moi au début, tu sais, on échangeait, mais je me dis, moi tu sais, j'ai eu la chance d'être formé par Landstorm. Donc dès le début, au Canada, le mec il nous a montré le code du business, les codes des vestiaires. Tu sais, toi je pense que tu les as appris sur Sur le chemin. tas. C'est ça. En Mais chemin. c'est-à-dire que toi- Moi je les avais dès le début, tu vois. C'est-à-dire que toi, moi je me rappelle quand on parlait au début, Ouais. et c'est vrai, je rigole. Non mais quand vas-y, j'y pense, tu vois. vas-y. Après ça, c'est l'évolution aussi. C'est ça. Que tu disais, ouais, mais l'interaction avec les fans et tout, et moi je te dis non, c'est du combat et tout. T'as vu, j'avais la vision complètement différente. Ben, on a eu des parcours différents aussi. Voilà, après moi j'avais plus une vision. Moi j'ai toujours voulu croire que le catch Ouais, était beaucoup plus. considérer ça comme un sport. Voilà. Un Moi sport je le considère, spectacle. je le considère toujours comme un sport. Je me considère comme un sportif. Je me considère, on va aller plus loin sur ça, comme un combattant. Ouais. Pourquoi? Le karaté, le kata, c'était aux Jeux Olympiques. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Est-ce que le kata il touche de l'air? C'est ça. Le catch, c'est beaucoup plus physique. Oh oui. Oh oui. Ouais, Donc c'est- voilà, c'est tu plus vois. dur sur le corps. On peut en Et toucher. regarde, je vais te dire un truc parce qu'on me dit souvent, ça c'est un truc que j'ai changé. Je dis plus match de catch. Ouais. Tu vois, on dit match de foot, match de basket, mais on dit un combat de boxe. Ouais, c'est ça. Mais il y a beaucoup Combat plus de de catch. danger C'est au ça. catch qu'en boxe. C'est clair, c'est clair. Voilà, mais les gens, il y a beaucoup de gens qui jouent au catch. Ouais, non, Et ça, c'est la différence. On ne peut pas mélanger Et tu vois- ceux qui jouent au catch et le catcheur. En fait, je comprends le truc. Toi, en fait, alors, tu seras quand même d'accord pour dire le catch, c'est un sport spectacle. Il y a une partie spectacle dedans. N'oublie pas qu'on parlait en 2008. Non, mais tu vas comprendre. Ouais, mais même aujourd'hui, parce que je comprends, mec, je te connais, on vient de catcher ce soir ensemble. Mec, je vois ta mentalité, parce que, bon, même si je te redis, moi, je suis pas un grand lutteur, j'ai quand même ce passé de sport de combat. Lutte et boxe, mon père était coach de boxe. Tu vois, je comprends la mentalité d'un combattant de sport de combat. Et de ça, pour te dire, toi comme moi, on sait que le catch, c'est un sport spectacle. Toi, tu te focalises sur la partie sport, spectacle aussi, mais c'est surtout sport. Moi, maintenant, avec mon expérience à la WWE, c'est du sport, c'est clair et net, on est obligé d'être un athlète, mais c'est aussi un spectacle. Tu vois, je veux dire, il faut Évidemment, après, faire mousser avec la foule. ce que je le disais dernièrement dans les stages, la TPW, mais je catch pas pour moi, je catch pour le public. Ben oui. Et non, il y a quand même une partie, toi. Il y a toujours l'ego, t'as toujours C'est l'ego. ça, c'est ça. T'as toujours l'ego. C'est ça, Moi, je tu vais fais toujours ça pour montrer le du combat. style, des clés, parce que j'aime. Oui. Je veux montrer que C'est un combat. Voilà. T'es obligé de penser combat, sinon ton match va être pourri. Mais bien sûr, on n'est pas des danseurs qui font C'est ça. des pas de danse ensemble, quoi. Non. Mais par contre, tu vois, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Encore une fois, moi je te coupe, mais bon, c'est comme ça, c'est une discussion, les gars. C'est le Bumpy Podcast. Hein. Et tu disais, il y en a, ils jouent au catch. Et moi, je trouve que ceux qui jouent au catch, c'est ceux qui n'ont pas cet destin du combattant. Parce qu'ils ont rien compris. Ben, ils s'entraînent pas aussi, ils n'ont pas de physique. Et leurs tenues sont dégueu. Jouer, ça veut dire quoi? Faire semblant. C'est ça, imiter ce que tu vois à la télé. Voilà. Mais pas le vivre. Ouais, ça, ouais, c'est exactement ça. Et toi, tu dois porter ta touche, ta spécificité. Quand est-ce que tu as compris ça, toi, dans ta carrière? Parce que donc en 2008, tu pars en Californie, tu vas au Inoki Dojo.
qui était anciennement le LA Dojo de la New Japan. Et je m'en souviens, Exactement. c'était Simon Inoki qui gérait ça, mais je crois que c'est un coach mexicain qui était là-bas. Ouais, du Rengo Kid. C'est ça, exactement. Josué, je suivais de loin. Exact. Et donc, tu as cet apprentissage. Comment ça se passe? Quand est-ce que tu commences à te dire, ok, je commence à capter ce que je fais dans le ring? Déjà, regarde, je vais t'expliquer un truc. Le shoot style aussi, c'est compliqué. En catch? Parce que le shoot style, c'est quoi? C'est genre. Inoki, il appelait ça le strong style. Ouais. Maintenant, le Mais strong c'est pas style le est une strong. autre. Ouais, Maintenant, ça a complètement changé. Voilà. Ouais, on est d'accord, tout a changé. Ouais. Le shoot style, c'est quoi? C'est une version qui ressemble un peu, on va dire, au MMA. Combat libre. Ouais. Dans le catch. Avec du catch, ouais. Dans Alors, le catch, donc, je vais être grossier. Ça veut dire que d'un côté, tu as le shoot style. Tu as du MMA work. ouais. Et de l'autre côté, tu as du MMA à 100%. Qu'est-ce que tu vas regarder, toi? Le MMA à 100%. Voilà. Mais oui. Donc, à un moment donné, j'adhérais plus au truc de shoot style. Ouais. Tu vois? Ah, écoute, excuse-moi l'expression, mais c'est en fait, tu prends les gens pour des cons. Tu prends les gens pour des Soit cons. tu fais le truc à 100%, comme tu dis, soit tu fais, ah ok, les gars, on va faire du shoot, on y va. Mais tu peux pas faire moitié-moitié. Mais laisse ça, après, c'est boring. Mais oui, c'est ça, parce que. Parce que toi, tu dois apporter une touche de plus que ce que le MMA va pas t'apporter. C'est ça. Parce que c'est ça le sport spectacle, le combat spectacle. Ouais. Tu vas apporter un truc que ni la boxe, ni le karaté, ni le MMA ou la lutte. Et à l'inverse, qu'après, ce truc que tu apportes, le MMA ou la boxe va te prendre. Ils vont commencer à faire des entrées, ils vont commencer à avoir des tenues, des interviews pour faire mousser le truc. Regarde, on est en plein dedans, on va parler de. C'est mon point de vue, je pense que tu penses pareil. Ouais. Jack Paul, Mike Tyson, combat de catch, stipulation boxe. Et oui, Voilà. la pesée, là, c'était que du catch. Mais il n'y a que ça qui vend. Mais allez, on va plus loin, bon, c'est peut-être pas le sujet du truc, mais on y va, la politique c'est pareil. Il faut du spectacle, il faut vendre. Regarde Trump, il a tout compris Mais là-dedans. ouais, c'est un personnage de catch le mec en fait. Enfin bon, après il y en a qui l'aiment, il n'aiment pas, on s'en fout, moi je te parle juste de la communication publique. Le mec il a des catchphrases, il a des catchphrases, il a des t-shirts, il a les chapeaux. Écoute, il a sa promo de Hill, il a jamais fait le mur, il a jamais rien fait. Et voilà, il a sa promo de Hill. C'est ça, et il y a des heels, il y a des babyface. Ça marche. Enfin bref, ouais. Et donc, alors bon bref, on revient chronologiquement. T'es en 2008, comment ça se passe parce que donc toi t'as passé de lutteur, mais le mec t'apprends la lucha libre, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais voilà, ouais, ça c'est une bonne question ça. Mais déjà j'étais chez Inoki, non? Ouais. Mais après, moi je croyais que c'était toujours la New Japan. Mais non, c'était Simon Inoki. Voilà, moi, je savais pas que ça a été vendu. IGF, ouais, c'est ça. Non, tu me ramènes, et en plus tu me fais catcher en shoot style, et je m'entraîne en lucha avec du Ringo. Mais c'est ça, parce qu'il faut expliquer que moi, on m'a fait le même coup. Tu sais, moi je vais chez Lens en 2006, de septembre à décembre 2006, mon but c'était de rejoindre donc le LA Dojo, qui avait à Los Angeles, la New Japan avait ouvert un dojo, la New Japan Pro Wrestling, la fédération numéro 1 de catch au Japon, avait ouvert un dojo aux États-Unis, à Los Angeles, où ils avaient comme entraîneur Rocky Romero, Carl Anderson, enfin Carl Anderson n'est pas entraîneur, il y avait Shinsuke Nakamura qui allait souvent là-bas. Il y avait Nakamura, il y avait Inoki lui-même. Oui, voilà, faire Jushin Liger. Voilà, Liger, t'avais Finn T.J. Balor, Perkins, tous ouais. ceux qui s'entraînaient, Rocky Romero, T.J. Perkins. Fergal David, Finn Balor. Voilà, ils étaient tous en train de s'entraîner. Et moi, mon but, dès que j'avais terminé ma formation chez Lens en décembre 2006, c'est je vais essayer d'y aller. Et mec, ils ont fermé janvier 2007. De janvier 2007, le LA Dojo ferme à Los Angeles. Rocky Romero, Carl Anderson, TJ Perkins vont NWA Pro avec Exactement. David Marquez et Jesse Hernandez, qui étaient deux promoteurs de Californie. Et il y a l'emplacement physique du dojo, lui devient le Inoki Dojo, avec Simon Inoki. Mais déjà, en réalité, ils ont changé 2-3 fois D'emplacement. d'emplacement. Ouais, ok. Il y avait moins de moyens. Ouais, bah oui, moins d'argent. Le dernier, c'était soi-disant Santa Monica. Ouais, c'est si vous Et semble. après, c'est passé à North Hollywood. Le ghetto. Ouais. Ils partageaient ça avec production de porno. D'accord, de films pour adultes. Voilà. Ah bah après, frérot, ça fait bien, non? J'étais pas moi. Ah oui, t'étais pas Hélas. encore. Ah bah oui. Eh ouais. Moi, j'ai été quand ils l'ont mis Si j'avais à su, East je serais allé LA. là-bas, moi. Voilà. Pour vendre. Ouais, bah voilà, oui, c'est ça, pour étudier. Mais tu vois- le travail de la caméra. Là. Ouais, tu vois, mais après, moi, je suis arrivé quand ça a été à East LA, le quartier latino des Mexicains. Ok, ouais. Et là, c'était de la lucha libre. D'accord, oui, bah oui, normal. Moi, ça j'ai vend, jamais. ça vend. Moi, tu vas rigoler. Hein. Ouais.
J'ai jamais aimé la lucha libre. Le mec, il vit au Mexique maintenant. Et ouais, mais c'est là que tu vois que tu peux changer Et la perception des ouais, choses. la beauté du catch. La beauté du catch, mec. Des fois, tu te retrouves à faire des trucs, des personnages, des prises que tu dis, waouh, mais quand j'ai commencé, jamais j'imaginais ça. Quoi. Et tu crois pas qu'au final, c'est ça aussi la beauté de la vie, Ouais. te laisser surprendre Ouais. et faire quelque chose que tu pensais pas que tu allais faire. Parce que tu le fais à fond. Exactement. Parce que tu le fais à fond et tu t'arrêtes pas, en fait. Je vais dire un truc sur ça. Ouais. Il y a 7-8 ans, je suis très bon ami avec Bandido. Ouais. On a vécu en Très coloc connu, très ensemble. célèbre. Ouais, très bon. Et W, ouais. il me dit, et moi je dis ouais j'en ai marre et tout, il me dit, mais si t'aimes pas, pourquoi tu barres pas? Qui te dit qu'il en avait marre? Moi je dis ouais j'en ai marre, la lucha c'est pas le général, mais il me dit, Ah, de la si t'aimes- lucha, pas du voilà. catch, ouais. Il me dit ouais mais si t'aimes pas, pourquoi tu te barres pas? Personne te dit de rester là. C'est ça. Il fait mais toi tu dis ça, mais t'aimes. Et après je me suis fait une réflexion sur moi-même. Ouais. Parce que c'est pas toi qui va changer le public. Non. Toi tu t'adaptes au public. Ouais. Mais tu peux donner autre chose Ouais, au c'est public. clair. C'est clair, ouais. Non, Ton c'est clair. style, tout en adaptant, tu vois. Mais ça, c'est un travail de longues années. Et ça, c'était à 7-8 ans, il y a 7-8 ans que tu l'as capté. Voilà, j'ai pris une maturité sur cette conversation. Donc c'était quoi, en 2016? Voilà. Et je travaillais en ce moment-là à la CMLL, Arena Mexico. Oui, pas mal, pas mal. Et donc, voilà, tu vois, j'ai réfléchi, je me disais, et regarde, tu vois, c'est ça la beauté du Mexique, qu'il n'y a pas ailleurs, ils ont leurs arènes de lucha. C'est culturel, ça fait partie du patrimoine, C'est ça. tu vois, national. Donc, tu vois, là-bas, ils te disent, ouais, tu peux catcher de partout pour des partis politiques. Les campagnes électorales, ils font des shows de catch. Les partis politiques, ça, tu le vois nulle part ailleurs. Non, c'est clair. Des fêtes, Dia de los Muertos, les fêtes pour la Vierge, ils font des shows de catch. C'est là que tu vois que c'est culturel, tu vois. Ouais. Et toi, quand tu le fais, ça donne une autre valeur aussi sur le catch. Tu sais, c'est la phrase classique que tout le monde, les pseudo-connaisseurs aiment répéter, c'est qu'au Mexique, c'est une religion, Voilà, au Japon, c'est un sport, et aux États-Unis, c'est un spectacle, tu vois. Ouais, après, c'est vrai, mais les gens, ils répètent ça comme si Ouais. c'est des experts. Yo, frérot, si tu l'as pas vécu, ferme-la, en fait. Voilà, exactement. C'est aussi pour ça que moi, je te dis, maintenant, je me lance sur YouTube et que je travaille à fond avec la TPW parce qu'ils font un boulot de ouf. Déjà, avec le TPW Premium, les amis, c'est des shows des shows de qualité, commentés comme il faut, produits comme il faut. Et c'est ça, tu vois, il y a trop sur Internet. Les mecs qui font les experts, ils ont pris 2 chutes dans leur vie. Oh ouais, j'ai fait du catch et tout. Ils n'ont jamais été assez solides pour ne serait-ce que sortir un match potable dans leur carrière, tu vois. Tu sais, maintenant, c'est facile de faire l'expert grâce aux réseaux sociaux et l'Internet. Bah, Mais c'est bon, pour ça qu'il faut les remettre à leur place en fait. Et leur faire comprendre, yo gros, t'as rien fait de ta carrière, t'es un fan, tu donnes ton avis de fan, c'est tout. Quoi. est-ce que le problème aussi, ça pollue le business? Dave Meltzer, rassure-moi, tu lui défectes dessus comme je fais quoi. Écoute, c'est 5 étoiles et demi. Je m'en bats les C'est steaks. 6 étoiles sur 5. C'est lui qui paye tes factures. Déjà, c'est qui pour décider des étoiles? Même ni Vince, C'est ni ça. Vince McMahon C'est l'a ça. fait. Exactement. Jamais Vince. Je veux dire, si Vince fait les étoiles, on parle de Vince, quoi. Vince ou Triple H, faut pas trop dire, Voilà. faut pas trop parler de Vince en ce moment. Voilà. Mais ouais, non, tu vois, des mecs comme ça, c'est. Yo frérot, combien de main events de WrestleMania t'as fait avant de vouloir faire l'expert? Moi, tu vois, j'ai devant moi un gars qui a main eventé WrestleMania, ouais, je vais t'écouter. Oui, je vais te taire. Voilà. Si tu me dis, je fais de la MER2 dans le ring, oui, monsieur, il n'y a pas de problème, je vous écoute. Le mec, il est planqué derrière son ordi depuis 20 ans. Alors, attention, respect quand même, il a réussi à entourlouper assez de gens pour gagner sa vie comme ça. Mais yo, Ouais, son business, c'est vendre son magazine, quoi. ouais, c'est vendre ses newsletters Voilà. et les abonnements. Et là, tu gères, frérot. Mais en fait, t'es un expert pour vendre des abonnements, des abonnements sur Internet. Après, regarde, je vais te dire un truc. Ouais. Et ça, c'est ma vision aussi du catch. C'est qui le meilleur chanteur? Celui qui rapporte le plus d'argent. Mais après, c'est une question de goût aussi, on est d'accord? Parce que ça dépend. Ouais. Ça dépend de tes critères. Ah ben oui, d'accord. Voilà, Ouais. tout dépend de tes critères. Celui qui gagne le plus d'argent, celui qui a le plus de followers, Ouais. celui qui vend le plus de disques. Tu vois ce que je veux dire? Tout dépend des critères que tu veux mettre et les critères que tu veux mettre priorité. Bah et ce oui. que je veux dire par là, c'est que toi, tu as des goûts. Et je vais pas dire, ouais, non, ça c'est de la merde parce que l'autre il est numéro 1. Si toi t'aimes Madonna et moi j'aime, je te dis une bêtise, Cabrel, Ouais. voilà, ça c'est une question de goût. Et moi je pense que le catch c'est pareil. Ben, après, alors, écoute, oui, mais je pense que quand tu dois faire un classement en disant le meilleur ou les meilleurs, tu es obligé d'avoir des critères objectifs.
Tu peux pas être subjectif. Tu penses sur le kayfabe et tout? Non, mais pas, non, je te parle, regarde tout simplement, comme tu dis, tout le monde a ses propres goûts. Tu vois, par exemple, il y en a, ils vont dire, ouais, c'est qui le meilleur entre Hulk Hogan et Steve Austin? Steve Austin, apparemment, de ce que j'ai entendu récemment en regardant plein de podcasts justement américains, Steve Austin a rapporté plus d'argent au catch que Hulk Hogan. Est-ce que ça fait de Steve Austin meilleur catcheur que Hulk Hogan? Hulk Hogan a révolutionné le business. Être le pionnier, c'est encore plus difficile. Ouais, mais dans ces cas-là, Hulk Hogan, s'il a le mérite d'avoir fait ce qu'il a fait sans Vince McMahon derrière lui. Voilà. Après, c'est des débats sans fin. C'est ça, exactement, tu vois. Mais c'est pour ça, autant avoir des Mais critères objectifs. après, en plus sur les critères, c'est pas ça le problème. C'est la notation. Ouais. Tu mets 5 étoiles, et après tu en mets 6 sur 5. Oui. Ça n'a rien de ce que tu dis. C'est ça, et surtout qu'en plus, oui, encore une fois, c'est subjectif à un seul gars, tu vois. Mais donc, voilà, écoute, en parlant justement de classement et tout, moi franchement, tu sais, c'est ça aussi, c'est aussi pour ça qu'on fait cette interview et que moi ça me fait plaisir de le faire, donc merci à toi, amigo. Merci. C'est que. C'est le bise. Ouais, non, on fera un match revanche. Et non, mais le truc, c'est que, tu sais, trop de gens oublient de te mentionner quand on parle des catcheurs français les plus en vue internationalement. Parce que tu sais, on va dire, alors, Aigle Blanc, Senza Volto, etc. Yo, d'accord, mais même moi, je te dis, j'ai dû rester pour ta carrière. Parce que tu as fait des sacrifices que moi. Alors, c'est pas que j'ai pas voulu les faire, mais l'occasion s'est pas présentée pour que je les fasse. Je pense que moi Mec, j'ai suivi ta carrière aussi, je pense qu'on se ressemble beaucoup. Dans la mentalité. Dans la mentalité Ouais. et même sur les chemins. Parce que t'es parti, que tu veuilles au Canada, t'es parti aux États-Unis, Ouais, t'es parti. Non, mec, toi, t'as catché plein de fois au Japon, t'as catché pour Antonio Inoki. Tu l'as rencontré, Antonio Inoki. Oui. Bah, j'imagine que tu l'as serré la main. Mais je m'entraîne avec. Mec, moi j'aurais fait ça, mais. Alors, j'ai catché avec. Il y en a qui savent pas qui sont Antonio Inoki aussi. Il y a beaucoup de catcheurs français qui repose en ignorent. paix. Qui repose en paix. Oui. Oui, ça c'est beau. Antonio Inoki, c'est le Hulk Hogan japonais. Non, peut-être pas, il y avait Riki Dozan. Ouais, c'est. Bon, enfin bref, c'est un des plus grands catcheurs japonais de toute l'histoire. Ultra over, il a fait un show, il a organisé un show en Corée du Nord, le gars. 170 000 personnes. C'était Antonio Inoki, Et moi j'étais à l'autre show, Hein en 2014, T'es allé. en Corée du Nord. T'as catché en Corée du Nord Ouais. Frérot, tu sais que je savais pas ça. 2014, contre Ultimo Dragon. Avec Inoki. Il y avait Jérôme Le Banner. Ouais, ben Jérôme, moi je l'ai rencontré lui. Voilà. Ouais. Et il y avait Bob Sapp. Yo, les amis, vous imaginez qu'il y a un catcheur français qui a catché en Corée du Nord, c'est un truc de ouf. Fuck, parle de l'expérience, c'était comment? Je veux dire, rentrer, il te garde ton passeport, je crois, non? Ouais, déjà quand tu rentres, tu passes par la Chine. D'accord, ouais, déjà. Déjà. Ouais. Parce qu'en réalité, c'est la Chine qui s'occupe de la Corée. Voilà. Ouais, yes. Tu saches. Après, il faut être clair, je suis pas allé en Corée du Nord par moi-même. Ben oui, non, c'est Ça a été tout encadré. toute une délégation japonaise avec Inoki et on est allé promouvoir la paix par le catch. Bel esprit. Là, on voit le catch terrestre. Ben oui, totalement. Et pour faire un rappel, Antonio Inoki avait fait show de catch en Irak, à Bagdad, Oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Ouais, j'avais vu avec ça. Saddam Hussein, et il a fait libérer des otages japonais. Énorme. Donc ça. Le catch. Et attention, Inoki, quoi. frérot, gros catcheur quand même. Gros catcheur. Yo, il avait catché contre Mohamed. Enfin, catché, oui, combat boxe. Ouais, MMA, on va dire les premiers. Le pionnier du MMA. Bon, Ouais. bref, en tout cas, ultra respect, mec. Toi, t'es un catcheur français, tu t'es entraîné avec ce gars, t'as bossé pour ce gars. C'est ça le truc, c'est. Franchement, je te dis, moi, si on me demande à faire un top 3, top 5, top 3 des catcheurs français actuels, mais même limite de l'histoire, t'es dedans. C'est obligé. Merci. Par rapport à ta carrière. Tu sais, c'est quoi le problème? Moi, je pense, en faisant une introspection, le fan français, Il regarde trop les États-Unis. déjà d'une part, et de deux, il va voir des shows qui se produisent en France, il va voir ses catcheurs. Là, tu as un catcheur qui est à l'autre bout du monde qu'ils n'ont pas vu. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est aussi, et je redis, moi c'est pour ça que je fais la chaîne YouTube, il n'y a personne qui leur dit ce qui fait du bon catch, ce qui fait un bon catcheur, parce que tout ce qu'ils ont, quoi, c'est des glorified fans, comme on dit, qui encore une fois font les experts, mais n'ont aucune idée de ce que ça Ils savent rien du Mais tout. c'est ça. Moi je te dis franchement, yo gros, Ça mec, va rien. c'est ça, c'est. Tu vois, je pourrais passer des heures, on va peut-être pas faire des heures, on en fera une autre si vous voulez, les gars, participez dans les commentaires, dites, les gars et les meufs, dites dans les commentaires si vous voulez voir un épisode 2 du Bumping Podcast avec Eddie Karaoui, parce qu'on pourrait parler pendant des heures.
de ta carrière. Je te dis, moi j'essaye de survoler. Mais si on doit parler des deux carrières, on peut en parler pendant des mois. Oui, parce que forcément on va parler de Il y a trop d'anecdotes aussi. C'est ça, les anecdotes, la vision du business, les leçons que tu as apprises. Franchement, je te dis, je ne sais même pas limite, c'est même pas par où commencer, mais quel sujet aborder. Parce que regarde, tu as fait le Inoki Dojo, Lucha Libre en Californie. Ça veut dire que tu as vécu en Californie. Rien que ça, déjà, il y en a, ils en rêvent toute leur vie. Ils font pas. Après, tu es allé au Japon plusieurs fois pour des tournées. Je me souviens, tu as Inoki Genome Federation. Voilà. Ouais, ça, j'avais essayé d'être booké avec eux, j'avais pas réussi. Et tu as fait aussi, je crois récemment, tu n'as pas fait Bloodsport? Ouais, mais ça c'était aux États-Unis. États-Unis ou Canada? Non, États-Unis. D'accord. Tu vois, c'est ça. Et tu vis au Mexique. Tu reviens faire des shows en Europe, tu fais des séminaires. Quels sont les pays, tu as cité la Corée du Nord par exemple, quels sont les pays les plus exotiques où tu as catché? Mais comme toi au Pakistan. Oui, ROP, Ring of Pakistan, ouais. Petit salut à Bacha. Ouais. Et Corée du Nord évidemment. c'est clair. Ça, moi si un jour, alors, je te dis franchement, j'ai pas vraiment envie d'y aller, mais catché, ouais. Catché pour dire que catché en Corée du Nord. Tom, Sur le CV, c'est énorme. je pense que c'était une des plus belles expériences. On a été super bien traités. Et t'as l'impression que t'as fait un retour à 50 ans en arrière. Ouais, mais tu vois, là où le bas blesse, c'est que toi, ils t'ont bien traité, leur population, ils les défoncent. Exactement, oui, c'est vrai. Après, j'ai pas tout vu, tu vois. J'ai pas envie. Tu sais, je vais dire un truc, moi je disais toujours. Eux, peut-être que pour eux, ils ont une vie normale. Mais tu vas aux États-Unis, par exemple, ou pas si loin à Paris, il y a combien de vagabonds, de homeless dans la rue? Alors, oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, je vais te parler franchement. Moi, tu sais, je regarde beaucoup, je lis des podcasts Je suis américains. pas pour la dictature, je suis pas communiste. Ah non, mais non. Bon, après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais oui, non, ça, c'est non, quand même pas. Mais tu sais, il y a des survivants qui arrivent à s'échapper de Corée du Nord. Ils te racontent tout ce qui se passe. C'est hardcore quand même. Non, et quand tu as vu qu'il y a eu celui qui a pris la propagande, l'affiche, l'américain, l'étudiant américain qui avait volé une affiche, qui a fait des camps comme des camps de concentration. Ah oui, non, mais ça, après, il est mort. Ils ont ça, ils ont même pas l'électricité. Dans certaines régions, je te dis, tu regardes. Non, mais moi j'ai vu, ils ont ni. Je veux dire un truc, il n'y a pas de voiture. Ouais. Et même le vélo, c'est un luxe. Ils font tout à pied. Sans rentrer dans les détails, tu avais des survivants de Corée du Nord qui disaient quand ils arrivaient à trouver un rat, c'était la fête. C'était énorme. Ils pouvaient manger la viande, c'était un truc de fou. Hein. Après, je veux te dire, moi, à mon niveau, je peux rien faire. Moi, le truc, tu me dis, viens, on va promouvoir la paix. Ah oui, non, je vais avec une intention. Oui. Après, il y en a qui vont dire, c'est peut-être hypocrite de dire, tu vas promouvoir la paix avec la Corée. Ouais, mais bon. Et l'hypocrisie dans le catch. Mais Inoki a bien fait un truc avec Saddam Hussein, libérer des otages, a fait beaucoup de choses. Ouais. Et puis les gens, qui ont vu le spectacle, ben, tu as ensoleillé leur journée. Écoute, alors ça, c'est un bon point. Ouais. Le premier jour, il y a eu 2 shows. Il y a eu 2 jours de catch. 2 shows. Le premier jour, c'était comme des robots. Ouais. Oui, c'est ça, oui, je vois, ouais. On leur disait qu'à applaudir. Ouais. Et tu avais les gardes du corps, qui étaient nos traducteurs. Et en fait, ils surveillaient en même temps, tu vois. Ouais, mais ils étaient. des armes. Voilà, mais c'était éduqué, ils nous ont bien traités. Mais attention. Tu vois. Et le deuxième jour, ils se sont lâchés. Putain. Ils te prennent dans les bras. Mais ils ont eu le droit. Ouais. Ok. Ils te prenaient dans les bras, ils voulaient pas que tu partes. Ben oui, gros, ben oui, c'est logique. Et le deuxième jour, les gens. Oh. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que tu vois que le catch. Et tu vois Inoki, Anthony Inoki-san, non? Pour le respect. Inoki-san, ouais. Quand on était au Japon, à Tokyo, au dojo, ils nous ont fait un briefing. Que c'est très important, c'est chaud. Le catch, c'est très important parce que tu as le pouvoir de manipuler la foule. Ouais. C'est ce que les gens ne se rendent pas compte. Le pouvoir du sport-spectacle. Du PNDJ. On aurait eu ça. Ouais, ben là, les mecs, c'est un podcast de catch. Hein. Ouais. Si on parle de tout ça. Mais non. Ouais, mais tu crois pas que le catch aussi c'est le reflet de toute la société? Eh ben écoute, moi je veux dire franchement, je me suis souvent posé la question, tu sais, parce que moi je suis assez opposé à cette idée d'amadouer les populations à travers le divertissement pour mieux les contrôler, pour faire un simple. Maintenant, j'en suis aussi arrivé à un point où je me dis, tu sais quoi, tu procures quand même tellement de bonheur aux gens que, tu sais quoi, je m'en fous, j'aime ça, je le fais.
Parce que quand bien même, ok, c'est comme tu dis, c'est du pain et des jeux. On est d'accord là-dessus, on y participe à ce système. Mais je m'en fous. Je préfère avoir des sourires Mais sur le regarde, visage des gens. ce que tu me dis, c'est très bien. Ouais. Et regarde, il y a une semaine, je parlais avec des potes que je suis revenu en France. Ils disaient, ouais, mais toi, quand tu vas en France, tu fais juste des petits shows, c'est rien d'important. Et alors? Non, Et justement, alors c'est important. Pour ces gens-là, c'est important. Voilà, t'as des gens qui payent. C'est ça. Et pourquoi ce fan, il vaut moins qu'un fan du Mexique ou des États-Unis? C'est ça, et ils attendent ça toute la semaine, ils attendent ça tout le mois, le prochain show. Non, mais c'est ça. Il y a combien de personnes qui voulaient qu'on s'affronte? Mais oui, mais- Ils sont venus, ils étaient contents. Voilà, et même ceux qui n'étaient pas au courant. Voilà. Et je ne vais pas dénigrer ces personnes-là. Eh ouais, non mais ça, mais ça, tu vois, c'est le vrai pro. C'est le vrai pro en fait, et c'est le mec passionné. C'est celui qui aime vraiment. Ouais, c'est ça, et qui s'arrête pas. Je disais, moi, il y a plein de gens, encore une fois dans les vestiaires, il y en a qui m'a posé la question, ouais, Tom, quand t'es rentré des States, comment t'as fait pour, entre guillemets, subir le choc de reprendre les petits shows? Mais oui, bon, ouais, ben, c'est sûr, c'est surtout financier le choc. T'es plus payé chaque semaine. C'est ça la différence. C'est ça. C'est ça. Il y a quelques personnes sur là-bas qui, bon, c'est juste pour l'argent. La AEW. Ouais, voilà, mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que moi, j'ai le regard du pro, tu vois. Et j'ai conscience de ce que c'est vraiment le catch, surtout alors déjà au niveau, mais quand tu le compares à du catch, on va dire entre guillemets indépendant, tu vois. Mais ça, il faut l'avoir vécu pour le comprendre, tu vois. Et donc ça pour dire, comme tu dis, on a franchement la même mentalité et c'est pas étonnant quand on regarde au final nos carrières respectives. Tu peux pas arriver à où t'en es toi aujourd'hui, où moi j'en suis aujourd'hui, en n'ayant pas des points communs de niveau mentalité en fait. Parce que dans le catch, tu vas être d'accord, alors attends, comme je dis toujours, sauf si tu es le fils d'une légende, ou alors si tu fais 3 mètres de haut, il n'y a rien qui t'est donné en catch. Ouais, ouais, c'est encore un thème. Qu'est-ce qui a été les plus grands sacrifices que tu as dû faire toi dans ta carrière? Partir. Ouais, ta famille, quitter. Partir à la famille. Bon, j'avais envie de partir, je vais pas te mentir. Non, mais est-ce que j'étais tellement amoureux du catch qu'il fallait que je parte. Mais frère, après, t'as la réalité. Après, t'as la réalité. Oui, mais c'est pas facile quand tu dors par terre, dans un ring. Ouais, là, t'as des galères. Et tu te poses la question. Tu t'es payé, allez, $10 pour un show, ça couvre même pas l'essence. Tu fais, oh, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ben, moi, écoute, je vais dire un truc. Je me suis jamais posé des questions de ma vie. Putain, qu'est-ce que je fais dans le catch? J'ai toujours aimé. Oui, ça mais après, moi, j'ai cherché à avoir une stabilité. Mais attends, le bien catch, manger, quoi, bien dormir. Voilà, mais le catch, c'est que 20 minutes par soir, tu vois. Ça, c'est une bonne question que je me suis posée il n'y a pas très longtemps. Tu fais quoi du reste de la journée? Mais c'est ça. Parce que être heureux, c'est ça. C'est les 24 heures. Quoi. Oui, la vie, c'est 24 heures, c'est 7 jours sur 7, c'est ça. Le catch, c'est qu'un quart d'heure devant le public. Exactement. C'est ça. Mais avec toute une préparation derrière. Oui, exactement. Oui. Mais on se prépare, on fait de la muscu, bon, parce qu'on aime ça, mais aussi pour être au top physiquement dans le ring. Donc, ouais, c'est... Mais donc, ouais, donc toi, niveau sacrifice, quels a été plus gros? Mais le premier sacrifice, je pense, partir loin. Ouais. Et parce qu'en fait, c'est aussi pour tous ceux qui regardent et qui veulent faire du catch, qui veulent faire ce que tu as fait, qui veulent faire ce que j'ai fait, parce que je te laisse répondre, et moi je te dis, si je suis d'accord, je te le dirai, et si j'ai eu d'autres sacrifices que tu n'as peut-être pas mentionnés, je te le dirai aussi. Mais vas-y donc. Écoute, le sacrifice, en réalité, c'est la réalité de la vie, de la société. C'est-à-dire, tu vas partir quelque part, mais il faut parler la langue. Ouais. Oui, logique, oui, c'est clair, mais ça va sans dire. Mais voilà, il faut parler la langue, il faut savoir se bouger. Toi, tu parles combien de langues? Écoute, bon, l'anglais, tu as vu que c'est pas non plus mais t'as vécu aux States quand même, donc forcément. Ça va, je peux parler. Après, l'américain, t'as vu, il chipote pas. Ça va. Il dit, ah non, tu parles bien. Même. Est-ce que tu te considérerais bilingue en anglais? Non. Ah, si on te lâche à LA, tu vas galérer, tu penses? Non, je me démerde. T'es bilingue. Mais après, je vais pas te mentir, il y a tellement de latinos. Je vais faire que parler espagnol. La dernière fois que j'étais au Texas, j'ai fait que parler espagnol. Mais t'es bilingue espagnol. Ouais. En plus, toi, je suis sûr que tu te prends pour un latino au final. Tu peux passer pour un latino, quoi. Physiquement. Ouais, je peux passer. Il y en a, ils pensent que je suis quelquefois cubain, brésilien, ouais, c'est bon. colombien, ça m'arrive. Ouais, c'est bon, ouais, je le vois totalement, ça. Donc, ça va. Et donc, bon, espagnol, bilingue, français, bien évidemment, et anglais. On se démerde un peu l'anglais. Ouais, donc, allez, sacrifice, donc. Ben ça, après, le sacrifice, c'est quoi? Pouvoir avoir les moyens pour pouvoir t'entraîner correctement, manger correctement. Parce que toi, si tu n'as pas les moyens, tu ne vas pas progresser, tu vas régresser. Non, c'est clair. Parce que et donc, tu t'éloignes de ton objectif. Il faut se tailler un physique, donc il faut bien manger. Et bien dormir. Bien se reposer. Exactement, avoir un bon lit. Voilà c'est les bases. Et ça coûte beaucoup plus cher
c'est clair. qu'une personne sédentaire. Et au début, tu peux pas le faire juste avec le catch. Non. Ça Mais prend- écoute, moi j'ai fait toujours que du catch parce que j'ai réussi à rester au Mexique, qui est une culture catch. Et que c'est moins cher la vie quand même. là-bas. Et voilà, on va aller sur ça, c'est moins cher la vie. Si là tu me dis, viens aux États-Unis t'installer, non, là il faut gagner du $3 000 minimum. Oh, minimum. Minimum pour vivre. Ouais, et en catch, gagner $3 000 par semaine, si t'es pas W, c'est bon. Tout ça raconté. Ouais, c'est ça. Ou vendre un bloc de merchandising, d'être une star indie. Il y a encore. Et encore, ouais. J'en doute, ils ont tous un boulot. Oui. Et bon, après, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais écoute, encore notre truc. Quand c'est- t'es jeune, quand t'es jeune, je veux être catcheur professionnel, je veux faire du catch. Tu veux te sentir, Ouais. genre au top de dire, je suis catcheur professionnel. Ouais. Mais après, tu te rends compte, comme tu dis, Il y a des risques. non, il n'y a pas que ça. Tu as la journée, qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? Tu peux faire du business, tu peux être plus productif, faire rentrer de l'argent d'autres façons. Ouais, ben, Pourquoi te limiter? Exactement. Et puis, attends. Parce que non, on n'a pas encore parlé de ça, mais on va en parler quand même. Les blessures. Mec, une carrière dans le catch, ça peut s'arrêter en 5 secondes. Même pas, peut-être 2 secondes. C'est pour ça que je te dis que c'est un combat. Ouais, mais non seulement c'est un combat, mais c'est une école, l'école de la vie. Un pas de travers et tout foire. Et donc, tout ça pour dire, si t'as pas quand même à côté un plan B, même si j'aime pas ça, j'aime pas avoir des plans B, mais quand même, tu vois, il faut le garder en tête. Voilà, tu sais, moi, combien de fois dans ma vie, bah oui, j'ai eu des blessures. Alors, j'ai eu la chance des fois, j'étais à la WWE quand je me suis fait les croisés, donc j'étais payé. Mais si j'avais été sur les indépendantes, comme quand je me suis flingué l'épaule, si je gagnais ma vie avec le catch, mec, ça aurait Mais été dur. moi, je vais te donner un exemple, et c'est ça qui m'a servi la lutte, donner Ouais. des cours, Ouais, par exemple. donner des stages. Ouais. Et j'ai essayé d'utiliser ma fame Notoriété. de catcher Notoriété. Ouais. pour pouvoir faire les stages. Donner un stage, faire un pack. Je t'offre stage et combat. Et c'est pour ça aussi, c'est bien parce que dès que tu reviens en France, en général, tes stages sont remplis. Je viens pas souvent. Si C'est je ça. resterais, ce serait pas pareil. Et exactement. Ben oui, non, Voilà. c'est clair. Après, il faut être lucide. Ah, totalement, ouais, c'est clair. Mais après, comme tu dis, toi, tu vis au Mexique, t'aimes ça. J'aime ça, et après tu te dis, j'ai 15 ans là-bas. C'est bon, je me suis habitué. Je reviens, là, j'ai plus rien. Je reviens, je suis perdu. Oui, puis chaque fois que tu le dis dans les vestiaires, ça te manque. Le Mexique te manque. Ah, attention, j'imagine que t'aimes la France. J'aime la France, j'aime beaucoup la France. Tu reviens, tu dis, putain, qu'est-ce qu'on est bien. C'est ça. On se plaît beaucoup. Mais moi, mec, j'adore la France aussi. Et demain, tu me dis, tu préfères vivre en Floride ou en France? Floride. J'ai passé 4 ans, c'est ça, c'est le mode. Après, c'est comme. Tu sais, il y a un terme qui s'appelle gypsy soul. C'est une âme de gypsy, c'est-à-dire, on a besoin de bouger. Ouais, je suis comme ça. Ouais. T'as besoin de bouger. Moi aussi. T'as l'impression qu'il faut que tu connaisses. Faut que tu découvres. Il faut que tu découvres. Tu Tu vis as tout l'impression à que si tu restes sur place, Tu vas stagner. tu stagnes et t'es en train de perdre quelque chose. C'est ça, ouais, et il faut vivre tout à 100%. Donc, ouais, c'est. Et t'en parais. De quoi? Et le temps passe vite. Ouais, ben, il passe vite, oui, mais c'est pour ça qu'il faut apprécier le moment présent à fond. Ouais. Et donc, toi, en ce moment, tu fais quoi alors? T'es PW. Ah ouais, mais donc, Mexique, ça se passe bien? Mexique, regarde, voilà, j'ai commencé à travailler, on va dire, de façon plus professionnelle aux États-Unis depuis le mois de mai, par rapport à la JCW, le Blue Sport. Ouais, ok. Après, je suis allé donner un stage comme guest coach chez Booker T. J'ai la réalité au Brésil. vu. C'est bien de te rapprocher d'eux. Mais écoute, je vais te dire un truc, on va pas se mentir, moi aussi j'étais fan de catch américain. Quand j'étais jeune, Hey, c'est là où tu fais le plus d'argent. les Américains. C'est ça. Le top Plus d'Afrique. d'argent, et quand tu es connu aux États-Unis, tu es connu dans le monde entier. C'est ça. Et On en revient. exactement. Et tu peux revenir après bosser n'importe où. Où tu veux. Tu n'auras peut-être pas forcément des matchs 5 étoiles de Meltzer, mais ça en prend pas les steaks. Ça va, je suis libre. C'est exactement ça. C'est clair. Non, et tu vois, le travailler chez Booker T, bon déjà moi j'ai beaucoup aimé parce qu'ils m'ont donné, on va dire, cette importance de donner un stage comme un expert, tu vois, sur ce que je connais moi. Ouais. Je suis expert sur une facette du catch et j'apprends sur une autre facette aussi. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, je pense que, excuse-moi, je vais te parler franchement, toi, techniquement, intensité, combat, top, peut-être le showmanship. Voilà, mais moi je veux apprendre le catch américain. Et tu vois, tu sais ce que je me dis? J'ai 41 ans,
t'apprends encore. Et j'ai envie d'apprendre. C'est ça. J'ai envie de me renouveler. Et je suis content de se dire que je vais apprendre, je vais inclure ça sur mon background, sur mon bagage technique. C'est clair, c'est clair. Oui, et puis ton catch ne fera que s'en améliorer. Exactement. Tu rajoutes du personnage, tu rajoutes de la personnalité, tu rajoutes du showmanship, et on considère être un peu une grosse partie du catch américain. La connexion que tu vas construire avec la foule va changer direct. Totalement. Et ça, c'est important parce qu'au final, en fait, on peut dire ce qu'on veut. Alors oui, d'accord, c'est un combat, mais c'est un combat fait devant des gens. On va pas faire un combat devant une salle vide. Et pour que Ça, on l'a vu la pandémie. ouais, c'est pas pareil. Oui, bon, c'est Un catch sans public, ça sert à rien. Bon, après, frérot, si j'ai un contrat de WWE, limite. Alors, non, c'est abusé ce que je vais dire, mais certains catcheurs qui habitaient à Orlando, ils étaient super contents. Ah. Mec, il avait 30 minutes de route, il faisait le show et il rentrait. Ouais, voilà. Parce que ça aussi, on parle de sacrifice, la route. Comme tu dis, les voyages, c'est la route, c'est un truc de fou. Putain, quelquefois tu fais. Et le Mexique, c'est grand. Eh oui, exactement, c'est ça. Les 15 heures de bus, j'en ai fait. les routes doivent pas être top aussi. Non. Ouais. Le narcotrafic, c'est dangereux. Tu sais pas si dans un bus, ça va venir des mecs avec des. T'as déjà eu des histoires comme ça? J'ai pas eu, mais j'ai travaillé avec beaucoup de narcotrafiquants. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont promoteurs. Ouais. Ils aiment le catch. Mais ils vont blanchir l'argent dans le Il y catch. a de l'argent à faire, c'est ça. Et donc pour faire de l'argent, il faut le public et donc il faut construire cette connexion émotionnelle avec la foule. Exactement. Après, tu vois, regarde, sans foule, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'argent. Bon, déjà. Bon, alors sauf si tu passes à la télé et que tu as des sponsors et que voilà, tu fais de la pub. Non, mais déjà, on va être honnête, le promoteur, il est là pour faire la thune. Ah ben oui, totalement, le catch c'est pour faire de Et l'argent. le promoteur, il est là pour faire la thune. Ouais, c'est ça, c'est. Donc, Attends. Le catch, c'est pas pour faire des matchs 5 étoiles, c'est pour faire de l'argent. Voilà, exactement. Voilà, c'est tout. Tu sais, je vais te dire un truc, quelquefois, tu as des matchs, tu vas dire, en vidéo, peut-être le match est pourri, Mais les gens, oui. mais les gens aimaient, ça remplit, et c'est ça. Et ils ont Après, payé pour voir ça. voilà. Les films qui ont rapporté le plus d'argent de l'histoire du cinéma, c'est peut-être pas forcément les films avec le plus gros scénario ou le plus gros jeu d'acteurs. Mais ils ont rapporté des milliards. Donc bon, qui sommes-nous pour juger? Moi, tu sais, moi, je jugerai jamais. Non, mais après, si on commence à critiquer, on n'arrête jamais. Ah non, c'est clair. Et quand tu commences à faire Enfin, il faut faire des critiques constructives. Et tu commences à critiquer à tout va, ça veut dire que tu n'es pas content. C'est ça, et oui, t'as quelque chose à Aigri, prouver, quoi. t'es aigri, c'est exactement ça. Faut encourager, il faut construire, mais il ne faut pas juste critiquer pour ça peut être de critiquer. Ouais. Bon, what's in the future pour Eddie Karaoui? Est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu veux promouvoir quelque chose? Parce qu'on arrive à Ben, je 40 minutes de podcast. Tu me parles, on parlait de catch américain, que j'ai été chez Booker T. Ouais. J'étais fasciné, le professionnalisme qu'il y a, la production. Oui. Et là, tu dis, waouh, c'est les États-Unis. C'était comme une petite WWE. C'est ça. Tu sais à quoi ça ressemble la réalité of wrestling? À la OVW. Ouais. Oui, mais c'est Voilà. exactement ça. D'autant plus que là, Booker T, il est quand même toutes les semaines à NXT. Voilà. Et comment le mec, il a un pied dans la machine. Après, moi, je suis pas un mec de réalité of wrestling, je suis allé faire. Mais qui sait, peut-être si tu as. Mais c'est une expérience, tu vois, c'est une expérience que tu apprends. Moi, je veux apprendre, je veux m'améliorer. Ceux qui regardent cette vidéo, lâchez un commentaire si elle vous plaît déjà, abonnez-vous à la chaîne et likez, partagez. Mais vous allez comprendre, et tu seras d'accord, tu as fait une connexion, tu as fait un contact. Un contact. Si ça se passe bien, tes professionnels, ils sont contents de toi, et tu veux revenir faire un stage dans 2 mois, ah, c'était bien. Et tu veux venir faire des stages toutes les semaines, et T'as peut-être tout un jour, compris, ils t'offrent un boulot. Je suis d'accord, C'est comme ça que ça marche le catch. Et c'est comme ça que ça marche la WWE. Tu fais extra un jour, ça se passe bien. C'est pas parce que tu n'es pas signé tout de suite que ça y est, c'est la fin du monde. Non, exactement. Après, moi, j'aimerais bien travailler de guest Mais ça à serait la top. WWE. Bah, Ça serait génial. Bah, déjà, tu commences par Booker T et éventuellement, tu vois. Tu vois, après, il y a d'autres plans avec la Nightmare Factory. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres plans. Après, je ne vais pas te dire des trucs. Tu sais, il y a tellement de plans que tu dis qui vont se faire après, ils sont pas, tu le sais, surtout dans le catch. Comme on disait, tu sais, moi, quand j'ai commencé dans le catch, c'était un pote canadien. Je sais pas si tu l'as reconnu, Brady Malibu. Non, je connais pas. Non, il était sur Calgary et Vancouver. En fait, ça me faisait délirer. Il m'avait dit un truc, grosso modo, je croirais au booking quand j'aurai reçu le billet d'avion. Tu sais, je sais. Et au début, tu vois, je comprenais pas trop. Joe Legend disait ça aussi. Ouais, mais c'est ça. Au début, je comprenais pas Canadien trop. aussi. C'est ça, tu vois. Il y a plein de phrases quand tu commences le catch. Tu les comprends pas trop.
Et après, avec l'expérience, c'est bon, je comprends pourquoi il dit ça. C'est là que tu vois que l'expérience et tout. C'est ça. Et qu'il faut fermer sa bouche et connaître son rôle. Il faut écouter les gars qui ont des carrières comme celle d'Eddie et la mienne. Écoute, et en plus, je veux dire un truc comme ça. Et l'année dernière, j'étais en Calgary chez les Hart. Ouais, Don John, mec. Mais Don c'était John pas Wrestling. prévu. C'était pas prévu. Ça, c'est un truc que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire Mais je te conseille. wrestling. Je te conseille pour toi. J'avais fait Stampede Wrestling, j'avais fait leur dernier show, si je dis pas de bêtises. J'avais rencontré Jinder Mahal, d'ailleurs, il était encore sur les Indies. Et ouais, mais le Don John Wrestling, bah, Bret Hart, tu as dû rencontrer Bret Hart. Mais Bret Hart, c'était le booker du show. C'est celui qui te disait Moi, je l'avais vu à NXT, moi. les fils conducteurs de chaque match, comment ça doit se passer chaque match. Et tu regarde. Je vais dire un truc, parce que moi je vais pas te mentir. Ouais. Si j'aime les clés, les soumissions, c'est Bret Hart et le sharpshooter. Le sharpshooter. Combien de fois tu as dû le faire sur tes frères ou je sais pas si t'en as, Voilà, tu vois. ou tes potes à l'école. Quoi. Et tu vois que j'en ai une qui ressemble un peu à la sharpshooter, j'ai celui-là, je l'ai fait là-bas. Je l'ai senti ce soir. Je sais pas si c'est celle-là, mais je l'ai senti. Non, c'était pas celle-là, mais bon. Voilà. Mais tu vois, regarde, et tu vois, moi ce qui m'a impacté dans ma jeunesse, Wrestling with Shadow. Oui. Je pense que tu l'as c'est vu, attends, tu l'avais vu sur Arte, Voilà. traduit en français. Ouais, je l'avais enregistré. Il était sur Arte, après il y avait la lutte sénégalaise, je sais plus quoi, une soirée lutte. Ah ouais, je sais, un truc de ouf. Voilà. Je l'avais enregistré sur cassette. Pour moi, c'est le meilleur, ou quasi meilleur. Ouais. C'est le top 3. Oh, largement. On est d'accord. Mais en fait, le timing était ouf. Mais bon, enfin, mec, je te dis, on peut parler des heures. Et tu le vois, excuse-moi, et après, du coup, je vois Bret Hart en vrai. Ben ouais, non, mais J'ai bugué. Bon, il était plus vieux. C'était pas le même Bret. Mais ça reste Bret. il était plus aigri. Ouais. Non, après, enfin, Mais là, il s'est calmé un peu. Mais tu vois. Ouais, quand tu vois la femme qu'il a. Tu vois, j'ai pas vu sa femme, mais j'ai vu l'ex-femme qui est dans le documentaire. Ouais, Diana. Parce qu'après, j'ai fait un show. C'est Julia Hart. J'ai fait un show dans. Comment ça s'appelle? Dans le downtown Calgary de Lucha. Ouais. Et elle m'a ramené avec deux Mexicains. D'accord. J'ai l'impression que je suis dans le film, dans le documentaire. Je la vois quand elle était fatiguée et tout. Une anecdote que très peu de gens savent. Quand je vais chez Lens en septembre 2006, c'est énorme. Premier jour, on s'assoit, on signe les papiers. Et il nous dit bon, les enfants, enfin voilà, les gars, je vais vous faire un speech qu'en général je fais en milieu de session. Mais comme normalement dans cette session, on est supposé avoir Dallas Hart qui vient s'entraîner, il y a des chances que son père vienne assister à quelques entraînements. Donc voilà l'étiquette à avoir dans les vestiaires. Si Bret Hart vient voir un entraînement, vous vous asseyez pas, vous attendez que lui choisisse sa chaise, vous allez tous lui dire bonjour, vous présenter. Ben voilà, le mec il nous a briefé sur ça. Et donc ça pour te dire, il est venu que 2 fois Dallas Hart. Il m'avait fait d'ailleurs un backslide, il m'avait fait tomber sur la nuque, ça avait fait crack et je pouvais pas bouger la tête pendant 2 jours, mais voilà. Bon, en fait, il était cool, tu vois, mais le mec il faisait 1m80, Ouais, c'est que son grand 92, 95, alors que Bret il fait 1m80, 82, quoi, tu vois. Et en plus, toi, tu parles de l'instant, mais il y a quelques années. Il était sûrement, non, il y avait Dominique avec Rey Mysterio. Rey Mysterio était là-bas pour accompagner Dominique. Lens, il a entraîné énormément de gars, tu vois. Je pense que Lens, c'est sûrement le mec qui a entraîné le plus de gars qui ont été. Je pense que c'est un des top 3 entraîneurs. Bah, maintenant, il le fait plus. Dommage. Ouais. Parce qu'il a beaucoup apporté. Oui, et puis ça lui a rapporté beaucoup aussi. Oh, voilà. Mais, fou, 10 élèves. Après, c'est mérité, là. Totalement. Mais moi, c'est ce que je dis aussi. De toute façon, c'est ce que tu as fait quand tu es parti aux États-Unis. Alors, c'est super, attention, la TPW est une école, allez-y. Commencez par apprendre localement. Mais après, si vous voulez percer internationalement, commencez à économiser pour investir, pour aller vous apprendre là où vous allez avoir de gros contacts. De gros contacts qui vous permettront de vivre des carrières comme la mienne et la tienne. Et est-ce que tu vois quelque chose à ajouter? Tu veux dire transmettre un message aux fans, aux gens qui veulent faire du catch? Mais déjà, il faut aimer. Déjà, moi, je pense où on peut te trouver, te suivre sur les réseaux, parce que je te redis, c'est un truc de ouf, là, mec. On a parlé pendant presque 45 minutes, plus. Et même moi, tu m'apprends encore des trucs sur ta carrière. Et je suis wow. Et donc, ça pour dire, en fait, c'est scandaleux que plus de gens, non seulement ne t'écoutent pas et t'invitent. Toi, c'est moi, c'est ma faute aussi. Sûrement. Mais c'est pas grave. Maintenant, tu le sais. Internet, c'est important. Je suis d'accord. Tu vois, par exemple, on parle d'Instagram, j'ai pas Instagram. Enfin, j'ai Instagram, je l'utilise pas. Ouais. Et ça, je sais que c'est une grosse erreur. Ouais, Instagram, TikTok, YouTube. Après, moi, je pense le meilleur conseil, c'est quoi? Quand t'aimes un truc, mais tu le fais à fond. Parce que si tu ne fais pas à fond, tu l'aimes pas vraiment. Déjà, quand tu aimes quelque chose, tu le respectes. Ouais. C'est ce que je dis à tous les jeunes qui se donnent pas à fond pour le catch. Les gars, si vous ne donnez pas à fond, si vous
Au moins, si vous Les gens, n'allez ils pas à la statent. salle pour avoir un physique, c'est que t'aimes pas ça. Mais tu sais, mais je vais dire un truc, je pense que les gens, il y a un truc qui ils se trompent. Quelquefois, en réalité, ils veulent être dans le catch, mais peut-être pas catcheur. Peut-être arbitre, Ouais. peut-être commentateur, je sais pas moi, les gars annonceurs, je sais pas. Mais ça, non, leur ego le prendrait pas. Leur ego le Ouais, mais ça, voilà le problème. Mais si t'étais pas fait pour être catcheur, moi, je vais être honnête, j'aime pas dire à quelqu'un t'es fait ou t'es pas fait. Je pense que Non. chacun décide Ouais. des Des limites efforts qu'il qu'il veut, fait. Des voilà, efforts qu'il d'efforts fait. et des limites qu'il veut se donner. Ça. Les seules limites qui se met, c'est dans leur tête. Mais après, il faut Bon, pas sauf se si le mentir à mec il est en soi-même. chaise roulante. Oui, S'il est non. en chaise roulante. Mais après, il bon, faut pas se mentir à soi-même. À un moment donné, tu le sais. bah, tu le sais par rapport. Tu le sais, à moins que tu aies un problème. Ouais, tu le sais par rapport aux efforts que tu fais. Et tu le sais par rapport aux efforts et par rapport aux résultats. Tu te rends compte si tu sais pas chuter et qu'au bout de 10 ans, tu sais toujours pas chuter. Ouais, mais ça c'est impossible. Il y en a. J'en Oui, connais. mais c'est parce qu'ils s'entraînent pas sérieux. Non, Moi, le premier truc que ça je s'appelle dis- pas s'entraîner déjà. Et le premier truc que je dis à un petit jeune qui commence et qui galère sur les roulades, va faire de la gym. Inscris-toi dans un club de gym. Inscris-toi dans un club de lutte. Est-ce qu'ils vont le faire? Ben, c'est là qu'on voit. Mais après, je vais te dire un truc, j'ai changé. Je dis à tout le monde, ouais, il faut faire la lutte pour être catcheur ou quoi, blablabla. Et t'as des mecs qui ils demandent des conseils en France. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le catch? Entraîne-toi au catch. Oui, non, mais c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Fais vivre le catch en France. Et d'ailleurs, vous tous, les amis, hein, faites vivre le catch en France. Allez voir des shows, allez voir, supporter vos catcheurs et tout. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais bon, voilà, tu sais, moi, il y a plein de gens qui me demandent, ouais, peut-être on terminera là-dessus, toi, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton avis. Il y a plein de gens qui me disent, est-ce que Tom, tu peux voir un Français qui se refaire signer à l'international, percer internationalement? Et moi, je fais, mais en fait, tout le monde peut le faire. Il faut juste s'en donner les moyens et bosser pour ça. Écoute, moi je pense pas que je sois, comme tu as dit, je fais pas 3 mètres. Non. Je suis pas un junior. T'étais pas le fils de Ric Flair. Voilà. Bon, après, c'est peut-être un mauvais exemple parce que le fils de Ric Flair, malheureusement, il a quitté ce monde. Mais voilà, t'es pas le fils d'un Hall of Famer. Quoi. Ou le beau-fils. Oui, aussi. Non, aussi, mais il est fort, il est fort. Non, mais lui, attention, il était bon quand même avant de. Mais moi je trouve qu'il a toujours été très bon et je pense que le fait qu'il s'est marié avec Charlotte, voilà un prétexte aussi de dire ouais, c'est juste le beau-fils, il est là. Ah, moi, tu vois l'élu, je crois que tu parles du Triple H. C'est pareil. Ouais. C'est exactement pareil. Et alors, ouais, donc. Je pense que n'importe qui peut réussir. Là, mais il faut se bouger. C'est ça. Tu sais, le problème qu'il y a en France, que moi je vois, les gens ils croient qu'ils vont venir te chercher. Ouais. Il n'y a jamais personne qui va venir te chercher. C'est exactement ce que disait Amal. Pareil, notre grande catcheuse qui a bossé très dur, et respect à sa carrière. C'est Swanson, on avait fait une émission WrestleMania pour les. Ouais, j'ai vu avec Abed. C'est ça. Et Chéreau, Philippe, il nous avait posé une question. Grosso modo, qu'est-ce que vous voulez dire aux petits jeunes qui veulent faire une carrière comme la vôtre? Et Amal avait dit, il faut s'accrocher parce que on va prendre beaucoup de non dans la gueule. Et je suis sûr que toi c'est arrivé, moi ça m'est arrivé. Bien sûr, et ça va continuer. Mais les oui existent. Les oui sont quelque part, il faut aller les chercher. Écoute, moi je pense que la vie, comme on dit, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas genre une feuille et tu dis je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Si c'était le cas, on se ferait yesh. Ben ouais, mais ça n'aurait pas de valeur. Ouais, c'est ça. Tout le monde serait ça serait juste une escalope de poulet sans épices. Voilà. Allez, vas-y, je la mange. Je m'en souviens. Ça, je me doute. Moi, j'ai arrêté, je suis végétarien maintenant. Ah. Mais ça passe aussi très bien. Mais tu vois, c'est ça. Après, moi je pense que n'importe qui peut réussir. Je pense qu'il y a beaucoup de talent. La TPW, beaucoup de promoteurs, il y a beaucoup plus d'investissement de production qu'avant. Totalement. Beaucoup plus de shows qu'avant. Quand j'étais jeune, il n'y avait rien dans le jeu. Les mecs, c'était même pas filmé. C'est ce que je mets dans mes vidéos sur YouTube. Il n'y avait rien du tout. C'est ce que je mets dans les TVRM, mec. Je filmais avec un caméscope. Je demandais à un catcheur, à la WS, d'ailleurs, on en a parlé, on en fera une autre, il faudra qu'on en fasse une autre. Il n'y avait pas du tout, il n'y avait pas tout ça. Et mais mec, moi j'avais j'avais mon caméscope, je demandais à un catcheur, tu peux filmer mon match s'il te plaît? Ou un catcheur, ou un arbitre, ou quelqu'un, tu vois. Et c'est comme ça que tu faisais à l'époque. Mais comme tu dis, voilà, en ce moment, on a la chance de voir le catch en France. Alors oui, les salles on ne fait pas des élites à 5000 personnes toutes les semaines, non. Mais on pourrait, parce que vu le niveau, on pourrait. Et c'est ça, il faut quand même que les jeunes réalisent qu'en ce moment, le catch en France cartonne de ouf. Et c'est quand même dommage qu'il n'y en ait pas plus qui se donnent à fond pour avoir des carrières comme la tienne et la mienne. Ben, je pense qu'il y en a qui ont un bon niveau, ils ne se bougent pas, ils restent sur une zone de confort. Et le temps passe. Et comme tu disais au début de l'interview, c'est juste parce qu'ils veulent jouer au catch.
Ouais, ils veulent jouer au catch ou eux-mêmes se limitent. C'est ça. Ouais, bah écoute Eddy, franchement c'était top. Et je te redis, il faudra qu'on en refasse une. Parce que là on a fait presque 1 heure. Et on pourrait parler, je suis sûr, encore pendant des heures et des heures. Ouais, facile. Ouais. Bah, en tout cas, merci à toi mec. Non, merci à toi. Merci à toi. Merci pour le match. Je pense à moi, pour le respect. Ouais, mais normal. Non, Et le match, on parle du match. Tu sais, que vous pourrez voir sur le TPW Premium. Tu vois, regarde, on va parler du match. C'est génial parce que tu dis, c'est 2 grosses carrières avec 2 directions différentes. Ouais. Mais avec des visions. Lucha, show style, pro wrestling. Yep. Ouais. Et dans chacun des styles, on a travaillé avec les meilleurs. C'est ça. Et donc on arrive à se rencontrer. Parce que ça, c'était un affrontement aussi de vision. Tout, ouais. Avec tout, de l'impro dans le ring, de la lutte. Enfin, même, on n'a même pas trop parlé dans les vestiaires, mais je dis, mec, on va lutter. En plus, on est du sud, Ouais. à Marseille. Franchement, On a tous les deux lutté avec Ali Toumi. Avec Tommy. Je lui enverrai le lien de la vidéo pour rigoler. Et je lui parle encore. Tu le vois toujours? Ouais, je vois toujours. Oh putain. Et non, mais voilà, moi, regarde, je vais te dire un truc, je vais être honnête avec toi. Hein, et je le dis pas ça. Non, vas-y, et je dis mens-moi. pas ça parce que. Mens-moi, s'il te plaît. Et je dis pas ça parce qu'on est là te donner. Quand on avait parlé par rapport à Vincent et Diden surtout, qui avait pris contact avec moi, il m'avait dit tiens, moi je comptais revenir en France, c'était quand il y a 3 ans, viens à la TPW, c'était Peter Fischer. Après là on a commencé à se voir la première fois. Ouais. C'est la première fois que je t'ai rencontré. Et là il a permis de faire, là je reviens, de faire ce match. Parce qu'on voulait faire ce match avant, il y avait des idées de pouvoir faire un truc. C'était prévu ça. Voilà. Il y a que les montagnes. Et je savais que ça allait. Il y a que les montagnes Voilà. qui se rencontrent pas. Je savais que ça allait arriver à un moment ou un autre. Ouais. Et je pense que c'était le bon endroit. Mec, c'est exactement ça. La TPW, on dirait pas comme ça, parce que c'est un petit gymnase, tu vois. Ouais, peut-être c'est intimiste, mais 150 personnes. Ouais, mais il y a, franchement, de plus en plus, et même pas de plus en plus, depuis très longtemps déjà, parce que je suis là depuis 2-3 ans, maintenant régulièrement, quasiment tous les mois. Mais c'est ça, il y a une identité. Tu sais, on parle souvent de la ECW, alors je compare pas ECW et TPW, mais c'est le même genre de concept. De concept dans le sens, comme tu dis, il y a l'intimité, il y a pas une personnalité, mais une identité forte. Et ici, j'ai eu des matchs de ouf, mais à tous les niveaux. Contre des catcheurs internationaux, Enzo Amore, mec, j'ai fait ma revanche de takeover à la TPW. Tu vois, comme c'est. C'est ça, c'est un truc de fou. C'est symbolique. Mec, j'ai eu des main events de 25 minutes contre des jeunes catcheurs français. Et après, la semaine d'après, j'ai catché contre un mec comme Hugo Pérez que je connais depuis 15 ans. Tu vois, ou White Storm, Marc Sébir, Red Scorpion, Fabio Ferrari, et je catch aussi comme des petits jeunes. Là, il y a Léo Gonzo, bon, ils sont un peu cons, des fois ils font des bêtises, mais il faut les recadrer. Léo Gonzo, Carcrash Gonzo, Matteo Navarro, Jafar Jordan, tu vois, c'est un truc de ouf. Le réservoir TPW, donc merci TPW, merci Tiger Sporting, merci à toute l'équipe qui gère ça, merci à vous de regarder ça. Et je pense que toi aussi, tu leur diras merci parce qu'ils ont rendu possible cet échange, ce podcast. Cet échange, ce match. C'est ça. Et franchement, et ce stage j'ai aussi. kiffé. Ouais, le stage et tout. C'est toujours bien de pouvoir partager sa passion et ses connaissances, non? Parce que c'est de ça que. Moi, je pense que le plus important, je veux dire, j'ai terminé. Ouais. Ouais, on va terminer parce que, mec, à mon âge, attends, on va dormir. Les amis, il est 1h40 du matin. Oh putain. On fait ça après le show. Et là, on voit les équipes, là, ils sont en train de piétiner parce que non seulement il fait froid, mais, ouais, c'est vrai. mais en plus. Pour te terminer, je pense que le plus important dans le catch, bon, bien sûr, comme tout, l'argent, parce que il faut vivre, non? La passion, parce que pour rester debout jusqu'à 2h du matin. Le partage. Ouais. Et la passion, parce que je te dis, pour partager jusqu'à 2h du mat, après un show et toute une journée de voyage ou de stage pour toi. Et je dois me lever à 6h30 du matin. Pour un train pour aller catcher dans le nord de la France. Ouais. Mec, encore une fois, je te resserre la main. Non, merci. Merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé ça. Public de la TPW, public de YouTube. Oh oui, bel esprit, c'était Tom Larufa avec Eddy Karaoui. Merci. Mahou.